Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de formation Objectif Bourse consacrée aujourd'hui à l'analyse technique ou analyse graphique. À mes côtés pour animer ce webinaire aujourd'hui, Nicolas Gann, analyste technique senior chez BNP Paribas CIB. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas et merci d'être à nos côtés. Donc, je vous rappelle que cette séance de formation fait partie d'un programme de 12 conférences en ligne pédagogiques du programme Objectif Bourse qui a été réalisé en partenariat avec de nombreux acteurs du monde de l'investissement boursier en France. Le courtier Bourse Direct, avec Euronext, la bourse, avec le soutien de l'autorité des marchés financiers, avec également des partenaires comme BFM Business, l'école de la bourse, donc un organisme de formation, et également la Fédération française des investisseurs individuels. Alors aujourd'hui, cette séance de formation est consacrée, comme je le disais, à l'analyse technique ou analyse graphique, et nous avons 30 minutes pour répondre, je dirais, à 3 questions principales. La première, une question toute simple, l'analyse technique, c'est quoi? À quoi ça sert? Comment est née cette discipline? D'où vient-elle? À quoi sert-elle? Nous allons également, ça va être le cœur de cette séance de formation, revenir sur les principales figures, on appelle ça des figures, en analyse technique, pour vous présenter avec Nicolas les niveaux clés en analyse graphique, les supports, les résistances, et des outils comme les moyennes mobiles, les figures de renversement, et tout un tas d'outils à votre disposition, donc si vous décidez de vous mettre à l'analyse technique. Nous terminerons cette présentation par 2 cas pratiques, 2 mises en pratique, donc avec la parité euro-dollar et l'indice CAC 40. Alors Nicolas, je me tourne tout de suite vers vous. Peut-être un mot avant de commencer sur votre rôle d'analyste technique chez BNP Paribas CIB. En quoi cela consiste? Oui, merci Mathias. Donc analyse technique, ça consiste en l'étude de l'action des prix. Donc autrement dit, de manière plus simple, le travail des graphiques dans le but de faire des anticipations futures sur le mouvement des prix. Et donc ça permet de se positionner sur le marché, sur les différentes classes d'actifs de manière flexible et de recommander aux clients, aux investisseurs, des positions de trading et des idées d'investissement basées sur cette étude du passé, cette étude de l'action des prix. Et donc vos idées d'investissement sont proposées à des investisseurs institutionnels, j'imagine, comme particuliers? Exactement, des investisseurs institutionnels et particuliers qui s'intéressent aux graphiques, qui cherchent à savoir la tendance du marché sur les différentes classes d'actifs, qui cherchent des points d'entrée intéressants sur le marché, qui cherchent à identifier les signaux de retournement de la tendance avant qu'ils ne se produisent. L'analyse technique, en introduction Nicolas, finalement, l'analyse technique, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment cette discipline est-elle apparue? Alors l'analyse technique, c'est tout simplement l'étude de l'action des prix. Donc on dit de manière générale que c'est l'étude des prix, des volumes et sur les contrats futurs de la position ouverte. Mais pour simplifier tout ça, c'est un outil qui permet de prendre des positions sur le marché et de contrôler son risque. Donc les origines modernes de l'analyse technique sont basées sur la théorie de Dow, qui a posé les bases de l'analyse technique, à savoir que tout événement connu est inclus dans les prix, que l'histoire se répète, c'est-à-dire que le comportement des opérateurs de marché est constant par rapport à la peur, par rapport à l'appât du gain, et que les prix évoluent par tendance. Donc on a 3 types de tendances, la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance latérale. Donc on a identifié un certain nombre de figures à partir de là qui se répètent dans le marché, qui sont constantes dans le temps, puisque le graphique synthétise le comportement des investisseurs. Et on l'a dit précédemment, un des fondements de l'analyse technique, c'est de considérer que le comportement humain est constant dans le temps et donc se répétera, et on aura donc une action des prix similaire qui va se matérialiser, notamment via les figures de prix qui sont remarquablement stables dans le temps. Alors, on a toute une palette d'indicateurs qui s'est développée autour de l'analyse technique, qui sont dérivés des prix, du temps et des volumes ou de la position ouverte. Donc, ce sont les 3 indicateurs clés disponibles et qui servent à construire finalement vos analyses techniques, vos analyses graphiques ou chartistes, parfois on entend également, les prix, le temps et les volumes. Si vous avez suivi l'ensemble des séminaires du programme Objectif Bourse, vous vous rappelez peut-être du webinaire consacré au money management. Et là, on voit bien comment effectivement l'analyse technique peut être utile pour définir certains éléments d'un plan de trading, puisqu'on avait parlé évidemment au cours de cette séance consacrée au money management à ce qu'est un plan de trading et comment le définir. On voit bien comment là l'analyse technique peut venir intervenir en support donc de la définition d'un plan de trading.
Alors, si on commence peut-être avec tout de suite les principaux outils, les premières figures peut-être les plus importantes, les plus simples pour ceux qui veulent découvrir l'analyse technique. Oui, Mathias, alors les principales notions importantes, puisqu'il faut savoir rester simple pour avoir des bons résultats sur le marché, parfois. Donc ce sont les supports et les résistances, qui sont des éléments très importants de l'analyse technique. Les lignes de tendance et ce qu'on appelle les canaux, donc tout le monde les connaît, les fameux canaux haussiers ou baissiers. Les figures de prix, donc très importantes en analyse technique. Donc on a des figures de prix de retournement de la tendance et on a des figures de prix qui sont identifiées comme étant des figures de continuation de la tendance. Les moyennes mobiles, donc qui permettent de lisser d'une certaine manière la tendance et d'en avoir une vision assez claire. Donc c'est donc tout simplement une moyenne des prix sur une période définie. Les oscillateurs de prix, enfin un peu plus complexes, qui s'utilisent en conjonction avec les prix et qui permettent de mesurer la vélocité du marché, c'est-à-dire le taux de hausse et le taux de baisse du marché. Et enfin, on verra une façon originale de représenter les prix à la fin de cette émission. Ce sont les bougies japonaises. C'est une particularité intéressante de représentation des prix qui permet de tirer un enseignement sur les prix futurs en fonction de la forme de la bougie japonaise. C'est ce qu'on appelle aussi parfois les chandeliers, je crois. Les chandeliers japonais, oui. D'accord, très bien. Allez, on commence tout de suite donc cette séance de formation consacrée à l'analyse technique avec les supports et les résistances. Oui, Mathias, alors qu'est-ce qu'un support et qu'est-ce qu'une résistance? Donc on a dit que l'analyse technique, c'était l'étude de l'action des prix. On peut considérer que c'est d'une certaine manière la mémoire du marché. Et donc il y a un certain nombre de niveaux dans le marché qui restent gravés dans la mémoire des investisseurs comme étant des opportunités d'achat ou des niveaux sur lesquels les investisseurs prennent leur profit. Donc pour différentes raisons, parce qu'ils peuvent considérer que l'action devient chère à partir de ce niveau-là, ou que tel point est intéressant pour telle ou telle raison. Mais ce qui est important, c'est d'étudier le graphique comme synthèse du marché, et donc on repère donc ces niveaux de support qui sont des niveaux d'achat dans le marché, et de résistance qui sont des niveaux sur lesquels les prix vont rencontrer une résistance à la hausse, et les supports, ils vont rencontrer un flux acheteur, donc ça va stopper la baisse. Donc c'est vraiment des points très importants où la demande commence à excéder l'offre, ou l'offre commence à excéder la demande. Donc ça empêche les prix d'aller plus bas, ou ça les empêche d'aller plus haut. Donc c'est d'une certaine manière des points intéressants pour prendre des positions acheteuses dans le marché, ou pour prendre son profit. Donc voilà, c'est principalement ça. J'imagine que ces niveaux de support et de résistance sont très importants donc à un instant T et peuvent être parfois franchis. C'est-à-dire qu'un niveau de support peut parfois être franchi. Tout à fait, Mathias. Alors plus un support est testé dans le marché, plus il va devenir important. Pourquoi? Puisque on a dit que le graphique c'était la mémoire du marché. Donc plus vous testez un niveau, plus les investisseurs, qu'ils regardent le graphique ou non, se souviennent du niveau comme étant un niveau sur lequel on a rebondi dans le passé. Et donc cette mémoire du marché, ça donne de la force au prix, et c'est ça qui donne de la force au niveau. Lorsque le niveau est traversé, eh bien, le support devient lui-même une résistance, et la résistance devient elle-même un support. Donc pourquoi? Puisque si vous prenez l'exemple d'un support, lorsque l'on traverse par exemple un support à la baisse, tous les investisseurs qui ont payé le support se retrouvent à contre-tendance, ils vont donc liquider leur position acheteuse, ce qui va amplifier le mouvement à la baisse, de même que certains investisseurs plus tactiques vont prendre des positions vendeuses sur la question du support. Donc on a vraiment un phénomène d'accélération de la vélocité des prix sur le franchissement d'un support ou d'une résistance et un renversement des rôles. Donc c'est ce qu'on voit ici. Sur ce slide suivant, nous pouvons voir une illustration théorique de la dynamique d'un support ou d'une résistance. Donc là, on voit ici un marché, une tendance latérale, des oscillations latérales entre un support et une résistance. Et on voit que la cassure de la résistance par le haut, donc qui est un signal d'achat en tant que tel, donne une impulsion haussière sur la tendance. On a une reprise de la tendance haussière et on voit ici le point idéal pour les investisseurs prudents, c'est d'attendre ce fameux mouvement de retour sur la résistance devenue support pour prendre des positions acheteuses dans le marché. La cassure d'une résistance donc est le retour sur cette résistance devenue support qui peut déclencher un bon point d'entrée donc à l'achat éventuellement sur un actif. Un exemple ici avec l'Eurostock 50.
Oui, Mathias, alors on a une illustration très concrète de cette cassure de résistance par le haut. On voit ici sur l'Eurostoxx 50, on avait ce range de trading entre 3000 et 3003 pendant un an et demi, de octobre 2013 à janvier 2015. Et on voit ici la cassure par le haut de ce rectangle, donc une résistance franchie à la hausse. Et on voit derrière la très forte accélération haussière. On voit le mouvement de retour sur les 3003 qui était désormais un niveau de support payé par les investisseurs, c'est le point idéal pour acheter. On peut aussi payer la cassure haussière sur la clôture journalière lorsqu'elle se fait au-dessus de la résistance et on voit derrière le mouvement de hausse qui se poursuit. Donc on voit très bien cette polarité du niveau, ce renversement de rôle du niveau et on voit très bien comment la mémoire du marché se matérialise dans le graphique. Toujours sur les supports et résistances, deux autres cas qui peuvent survenir, dans lesquels on utilise les supports et les résistances, c'est déjà le trading du rectangle. Oui, alors cette illustration vous montre comment se positionner lorsque vous avez une tendance latérale. On a dit qu'il y avait trois types de tendances, la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance latérale qu'il ne faut pas oublier. Eh bien, ce type de figure, ces rectangles, c'est une opportunité pour monétiser ces oscillations de marché. On prendra évidemment, comme on l'a dit, des positions acheteuses sur la partie basse, proche du support. Pourquoi? Parce qu'on se dit que la probabilité la plus forte, c'est que, comme on l'a vu de très nombreuses fois dans le passé, on rebondisse une nouvelle fois sur le support. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un profil de risque très attractif, puisque vous avez un stop loss qui est positionné juste en dessous du support, donc une perte, finalement, si on traverse le niveau, relativement faible. Et si la position acheteuse fonctionne, vous allez pouvoir encaisser un profit bien plus important en jouant le retour vers le milieu du range, vers la partie haute du range. Et vous avez la situation inverse avec des positions vendeuses sur la résistance avec des stops très proches au-dessus de la résistance et des positions vendeuses attractives en dessous. Un autre exemple, donc on le disait tout à l'heure, c'est en cas de cassure, donc comment construire un plan de trading sur une cassure justement de l'un de ces niveaux clés. Voilà, donc c'est ce qu'on voit sur cette illustration, le trading de la cassure, donc breakout en anglais. On sort par le haut, on le voit ici, de ce rectangle, donc de cette tendance latérale. Donc c'est un signal d'achat, puisqu'on a une sortie par le haut d'une figure dans laquelle on a oscillé pendant un certain nombre de mois, voire d'années. On voit le mouvement de retour sur le niveau, le point de sortie, donc qui est désormais un support, donc qui est une opportunité d'achat très intéressante pour les investisseurs à moyen terme. Les investisseurs court terme, eux, peuvent prendre des positions plus agressives sur la première sortie. Et on voit donc l'extension de la tendance haussière suite à cette cassure par le haut, donc qui est un signal d'achat très clair sur le graphique. Les supports et les résistances, donc la base, les fondamentaux de l'analyse technique, et on poursuit avec les lignes de tendance. Oui, alors on l'a dit Mathias, trois types de tendances, la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance latérale, pardon. Mais qu'est-ce qu'une tendance? C'est la question. La tendance, c'est tout simplement, si vous prenez une tendance haussière, ce sont des pics et des creux ascendants, une tendance baissière, des pics et des creux descendants, et une tendance latérale, des pics et des creux d'une certaine manière au même niveau latéral. Alors, pourquoi? Parce que le marché ne monte jamais de manière linéaire. Même quand vous avez une tendance haussière, par exemple, forte, vous avez des prises de profit au cours de cette tendance haussière. Vous avez des phénomènes de consolidation dans le marché, de respiration du marché. Donc du coup, même si le marché progresse à la hausse de manière générale, vous avez des phases de retracement à la baisse qui sont parfaitement sains en termes de comportement de marché et qui forment cette tendance haussière. Donc on l'a dit, des pics et des creux ascendants. On va le voir sur l'illustration, plus la ligne de tendance est testée au fil du temps, plus elle est renforcée finalement. Voilà, donc on peut matérialiser, comme on le voit sur l'illustration, la tendance en utilisant des lignes de tendance ou des canaux. Donc là, c'est une ligne de tendance simple puisque la partie haute n'est pas tracée. Et on voit donc que le marché évolue dans le cadre de cette tendance haussière en faisant des pics et des creux ascendants et que donc la ligne de tendance matérialise d'une certaine manière la vélocité à la hausse, le taux de hausse. Donc on voit d'ailleurs que les retours sur cette ligne baissière ou haussière sont des opportunités d'achat ou de vente dans le marché. Alors on a eu un exemple dans le marché ces dernières années qui va être bien connu des investisseurs actifs parmi nos auditeurs d'une de ces lignes de tendance justement particulièrement claires, c'est l'indice américain S&P 500.
Oui Mathias, alors on avait cette figure assez remarquable sur le S&P 500, c'est ce canal haussier long terme, donc qui matérialise la tendance haussière de fond, de long terme sur le S&P, qui s'est construit depuis mars 2009, donc qui est le point bas de la crise financière. Et on voit que depuis mars 2009, les prix, donc c'est un graphique hebdomadaire, évoluent dans ce canal haussier, qui est donc le symbole de la tendance haussière de fond. Donc ça veut dire qu'un investisseur qui se positionnerait sur du long terme, qui ne chercherait pas à capturer les mouvements de volatilité court terme, le bruit de marché court terme, serait, tant qu'il se positionne dans le sens de cette tendance, on le voit, plutôt gagnant, très gagnant même sur le marché. Donc on voit que le principe de l'analyse technique, on rebondit là-dessus, c'est de se positionner dans le sens de la tendance. Ce qui est évidemment compliqué en analyse technique, c'est d'identifier les retournements de tendance avant qu'ils ne se produisent. Mais pour cela, il y a tout un tas d'outils qui permettent de le faire. Alors justement, avant de passer aux figures de prix, un mot juste pour terminer sur ces tendances, c'est que d'une tendance, finalement, on peut faire un canal. Exactement, donc comme on l'a vu sur le S&P, lorsque le marché évolue en tendance, des pics et des creux ascendants, c'est donc assez facile en reliant ces pics et ces creux, donc la plupart du temps on considère les clôtures journalières ou hebdomadaires, puisque le cours de clôture est le cours le plus important de la session de trading, puisque toutes les informations connues du marché sont dans le cours de clôture, donc c'est préférable de relier ces canaux en utilisant les cours de clôture, et on voit que ce développement du marché par pic et par creux ascendant permet de tracer assez facilement des canaux à la baisse ou à la hausse qui matérialisent cette tendance. Alors voilà ce que l'on pouvait dire sur les tendances et les canaux, mais finalement le plus important, ou ce qui vous permet de valider justement des anticipations, ça va être ce qu'on appelle les figures de prix. Oui Mathias, alors on l'a dit, le principe de l'analyse technique c'est de se positionner dans le sens de la tendance, ce qui paraît assez facile finalement lorsqu'on étudie le graphique. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est effectivement d'identifier les retournements de tendance avant qu'ils ne se produisent pour pouvoir, par exemple, si vous avez une tendance haussière et que vous identifiez un retournement de tendance sur le graphique, pouvoir prendre votre profit sur vos positions acheteuses, par exemple. Donc on a deux types de figures graphiques qui sont des éléments très importants en analyse technique. On a les figures de renversement de la tendance. Alors attention, renversement de la tendance, c'est des figures qui renversent la tendance à la hausse ou à la baisse, mais il faut avoir une tendance qui précède cette figure. C'est-à-dire que vous avez par exemple une tendance haussière, vous faites une figure de renversement de tendance de type baissière comme une tête-épaule, qui est identifiée comme une figure de renversement à la baisse. Pour avoir une tête-épaule validée, il faut qu'elle soit clôturée déjà cette figure, et en plus il faut une tendance haussière qui précède cette figure. Et vous avez ce qu'on appelle des figures de continuation haussière, ou baissière, pardon, de la tendance, qui sont des figures qui se construisent sur des horizons de temps plus courts, qui sont principalement des respirations de marché. Donc c'est plutôt des figures qui se construisent sur des périodes de 3-4 semaines à 3-4 mois. Et les figures de renversement de tendance sont des figures en général de 3 à 6 mois. Les figures de prix, donc, c'est ce qui va nous permettre, on parlait tout à l'heure de plan de trading, de donner donc une direction à la tendance, mais aussi de fixer des cibles, et relativement précises parfois. Voilà, donc l'intérêt des figures de prix principales, c'est de pouvoir fixer des cibles de prix minimum lorsque ces figures sont clôturées. Donc on prend ici l'exemple d'une figure de renversement de la tendance qui est très connue, qui s'appelle le double top, donc qui est une figure de renversement à la baisse. Double top, c'est-à-dire double sommet, entre guillemets, une figure qui va se produire sur un sommet de marché. Donc vous avez une tendance haussière qui précède la formation de cette figure. Vous voyez qu'il y a un premier affaiblissement de la tendance, puisqu'on a dit qu'une tendance haussière, ce sont des pics et des creux ascendants, mais là vous faites deux pics qui sont au même niveau, donc on ne fait plus de pics ascendants, et vous avez ce rectangle qui se forme sur le haut de marché qui sort par le bas. Donc là vous avez vraiment un signal de retournement lorsque la clôture journalière ou hebdomadaire ou mensuelle est faite en fonction de votre horizon de temps en dessous de cette borne basse du rectangle. Vous avez une figure de renversement de tendance baissière qui est clôturée par le bas. Et vous avez donc cette opportunité de prendre des positions vendeuses ou tout simplement de stopper vos positions acheteuses. Alors ça c'est pour le double top, mais c'est vrai qu'on entend très souvent parler, c'est peut-être la figure la plus connue, en tout cas celle dont on entend le plus souvent parler en analyse technique, c'est la tête-épaule. Oui, la tête-épaule, on la voit ici donc sur le graphique. Donc pour donner un peu la psychologie de marché de cette figure, donc de renversement à la baisse du marché. Donc l'inverse, c'est la tête-épaule inversée et renversement à la hausse. Qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'une tendance haussière, ce sont des pics et des creux ascendants, mais on voit que l'épaule droite ici sur la figure, qu'on voit sur l'illustration, échoue à faire un nouveau pic ascendant. Donc c'est un premier signal de faiblesse de la tendance, premier signal de warning, entre guillemets, de possible retournement de la tendance haussière à la baisse. En général, c'est une figure qui se construit
avec des volumes en baisse sur ces points hauts. Donc ça aussi, c'est un signal à surveiller, les volumes en conjonction avec les prix. Et on voit que ce qu'on appelle la ligne de coût, en reliant les creux que l'on voit ici sur la figure, lorsqu'elle est cassée à la baisse, donne un signal de vente et valide le retournement de tendance à la baisse. Un exemple, et là vous avez choisi à nouveau l'indice pan-européen Eurostoxx 50. Voilà Mathias, une illustration concrète avec ce qu'on a vu donc sur les plus hauts de 2015 sur l'Eurostoxx. Donc on a dit que c'est une figure de retournement de tendance à la baisse, donc il faut une tendance haussière précédemment, il faut bien retourner quelque chose. On voit qu'on a eu ce très fort mouvement de 3003 jusqu'à 3750 qui correspond à la tête de la figure au mois d'avril. On voit l'épaule gauche, l'épaule droite, la ligne de coût cassée par le bas et on voit que la cible de prix, en projetant la distance de la tête à la ligne de coût sur le point de cassure, a été atteinte assez rapidement, autour de 3480 sur l'Eurostoxx. Donc on a là une illustration d'une figure de retournement de tendance, ici qui s'est construite sur quelques semaines, donc qui était une figure de retournement de tendance de court terme. On voit que ça a été un mouvement baissier de court terme qui s'est enclenché derrière la clôture de cette figure. Tout part toujours donc d'une tendance. On a vu deux figures de retournement, donc d'annulation de la tendance en cours. Il existe également des figures de continuation qui viennent confirmer qu'une tendance va se continuer finalement. Tout à fait Mathias. Donc les figures de continuation de la tendance, par définition, elles se construisent dans une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc c'est des figures de plus court terme puisqu'on a dit que donc, le marché faisait la tendance des pics et des creux ascendants. Donc ça va être des figures de respiration du marché qui vont développer une forme particulière. On le voit ici avec le drapeau, donc qui est une figure de continuation haussière. On a une tendance, une impulsion haussière assez forte. On a une consolidation de marché qui s'effectue lorsqu'elle se produit la plupart du temps dans des volumes qui sont en forte baisse. Donc on voit bien que c'est un marché qui respire, de la prise de profit. On s'attend à une sortie par le haut de cette figure, puisque c'est une figure de continuation haussière. Pour être prudent, on peut payer la sortie de la figure, repasser long, et on peut fixer la cible de prix en projetant l'impulsion que l'on avait vue avant la formation de la figure sur le point de sortie. Une variante, le fanion, qui est aussi une figure qui se construit sur 3-4 semaines, de continuation haussière, qui se construit dans la tendance. Le triangle également, hein, qui est une figure de continuation de la tendance. Oui, le triangle, une des figures les plus connues de continuation, donc haussière ou baissière, pardon. Si vous avez une tendance baissière avant le triangle, c'est une figure de continuation baissière, et inversement, haussière si vous avez une tendance haussière précédemment. C'est une figure qui se construit, contrairement au drapeau et au fanion, non pas sur 4 semaines, mais plutôt sur 3 à 6 mois. Et en général, on dit, ça se vérifie souvent, qu'on sort de la figure entre les 2/3 et les 3/4 du chemin jusqu'à l'apex, c'est-à-dire le point final du triangle. On a un objectif de prix qui s'obtient théorique en projetant la base du triangle sur le point de sortie. Et là, l'exemple que vous avez choisi pour cette figure donc, du triangle de continuation, c'est sur une paire de devises entre le dollar australien et le dollar américain. Oui, on a un exemple assez flagrant récemment sur l'AUD-USD. Avec, donc là c'est une variante de triangle, ce n'est pas un triangle symétrique, c'est un triangle rectangle, ce qu'on appelle un triangle ascendant baissier, on voit ici en violet sur l'illustration. Donc on voit des oscillations qui se compressent, on voit une tendance baissière précédemment, très nette sur le graphique, on sait que c'est une figure de continuation baissière, le triangle, donc on s'attend à une sortie par le bas de cette figure, donc deux options, où on peut vendre les retours vers la partie haute de cette figure si on est agressif, ou alors on attendra la sortie par le bas de cette figure pour prendre des positions vendeuses. Et on voit ici que la sortie par le bas de la figure a entraîné une correction assez marquée, une poursuite de la baisse sur l'AUD-USD. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que les marchés n'évoluent pas de manière linéaire, et ça, on peut, s'en inspirer de ce constat pour parler un mot maintenant des retracements. Oui, alors les retracements. Les retracements, on l'a dit, les marchés n'évoluent pas de manière linéaire. Donc les retracements sont utilisés pour fixer des cibles de prix lors des consolidations. Donc il y a un certain nombre de ratios qui fonctionnent assez bien dans le marché, qui sont basés sur les retracements de Fibonacci et donc sur la série de Fibonacci, donc qui sont très très utilisés dans le marché, à savoir les ratios les plus importants étant 38,2, 50%, 61,8, 100%. Et ensuite on a des ratios d'extension haussière comme 161,8 par exemple. Donc en général, ce que l'on dit, c'est que lorsque vous faites, et on le voit très bien sur l'illustration suivante, vous avez une vague haussière, donc une tendance haussière, des pics et des creux ascendants, le marché va respirer.
engage une respiration qui ne remet pas en cause la tendance haussière. Si vous retracez, en général, lorsqu'on amorce un retracement, c'est modéré, on estime que c'est autour de 38,2% de la vague haussière précédente, comme on le voit ici sur l'illustration. Le retracement le plus courant, c'est 50%. Et le retracement, entre guillemets, extrême à surveiller, c'est le retracement des 61,8, puisque en général, on dit que lorsqu'une tendance retrace plus de 61,8 de sa tendance haussière de degré supérieur ou baissière, elle va retracer 100%. Voilà. Donc un niveau à surveiller, 61,8. Un autre élément, on continue notre découverte de l'analyse technique, et un autre élément dont vous avez peut-être entendu parler si vous lisez les analyses qui sont mises à disposition sur notre site internet, sont évidemment les moyennes mobiles. Oui, les moyennes mobiles sont utilisées donc, pour identifier clairement les tendances. C'est une façon de lisser les prix et l'évolution de la tendance. Donc il existe différents types de moyennes mobiles, les moyennes mobiles simples, exponentielles, différents types. Donc les moyennes mobiles jouent aussi un rôle de support et de résistance pour les prix, puisque d'une certaine manière, elles mesurent avec un lag l'action des prix. Donc lorsque vous avez une consolidation très court terme, vous pouvez revenir chercher la moyenne mobile 20 jours, qui jouera un rôle de support sur les prix, qui sera utilisé par les investisseurs pour reprendre des positions acheteuses. Donc c'est un indicateur qui fonctionne très bien lorsque le marché est en tendance. Par contre, qui donne des mauvais résultats lorsque vous avez une tendance latérale, donc qui est un des trois types de tendances que l'on a mentionné, puisque vous avez des moyennes mobiles qui vont être globalement à plat, ou alors qui vont se croiser, et vous allez avoir beaucoup de faux signaux de trading. Les périodes communément utilisées sont 5, 10, 20, 50, 100 et 200, donc jours, semaines ou mensuels, en fonction de votre horizon de temps. Et ce que l'on voit sur l'illustration suivante, c'est qu'on peut utiliser les moyennes mobiles en les combinant ensemble, c'est-à-dire en combinant des maturités courtes qui sont très réactives au prix par construction, avec les maturités plus longues qui sont moins réactives, pour prendre des signaux de trading. En général, quand une moyenne mobile courte, lorsque vous avez un marché en tendance, franchit une moyenne mobile plus longue à la hausse, c'est un signal positif pour le marché, et inversement, c'est un signal négatif. Mais encore une fois, c'est un indicateur qui marche très bien quand le marché est en tendance. Après les moyennes mobiles, et avant d'attaquer les bougies japonaises dont on parlait tout à l'heure, un mot peut-être des oscillateurs de prix. Oui, alors les oscillateurs de prix, ils permettent principalement de mesurer le taux de hausse d'une certaine manière ou le taux de baisse du marché. Donc il y a différents types d'oscillateurs. Si vous prenez un indicateur de momentum simple, vous tracez une courbe sous les prix. Si par exemple vous êtes à 1000 aujourd'hui sur un actif, si dans 10 jours vous êtes à 1100, vous allez pointer cet oscillateur de momentum jour après jour, par exemple un oscillateur de momentum de 10 jours, et vous allez avoir une courbe avec une ligne de 0 qui va monter en fonction de la vitesse des prix. Si la tendance haussière se met à décélérer, par construction, l'oscillateur de momentum qui est le cours de prix moins celui d'il y a 10 jours, par exemple, en glissant, si la tendance à la hausse ralentit, vous allez avoir un oscillateur de momentum qui retombe vers sa ligne de 0, même si la tendance se poursuit. Ça, c'est un signal, par exemple, de faiblesse sur la tendance à surveiller. Alors, je vous donne l'exemple du RSI, qui est un oscillateur de momentum, mais qui est borné entre 0 à 100, puisqu'un oscillateur de momentum, bon, il faut quand même le borner pour pouvoir avoir identifié des zones extrêmes d'achat ou de survente. Le RSI est communément utilisé par la communauté des analystes techniques en conjonction avec les prix. Il permet de mesurer le taux de hausse et de baisse du marché sur une période donnée. On prend en général 14 périodes, donc 14 jours par exemple. On a deux niveaux extrêmes. Le niveau entre 0 et 30, on considère qu'on est survendu. Entre 70 et 100, on considère qu'on est suracheté. Donc lorsque le marché monte trop vite, ça va pousser cet oscillateur de momentum borné proche de sa zone de surachat, ou de survente si ça baisse trop vite. Donc ça peut permettre d'anticiper des rebonds à court terme ou des respirations du marché à court terme. C'est très intéressant à utiliser en conjonction avec les prix. Lorsque vous faites, on va dire, des nouveaux plus hauts sur le marché, mais que vous faites des plus bas sur le RSI, associés à ces nouveaux plus hauts. Donc c'est-à-dire que vous avez des nouveaux plus hauts sur le marché, mais une baisse du taux de hausse sur l'oscillateur RSI, et donc c'est donc un signal de faiblesse de la tendance, par exemple haussière, proche d'un top de marché. Lorsque cela se produit, ça veut tout simplement dire que le marché décélère. Donc lorsqu'il a beaucoup monté avant, qu'il est proche d'un top de marché, c'est dangereux.
Les oscillateurs de prix donc à utiliser en conjonction avec les courbes elles-mêmes, hein, avec l'action des prix elle-même. Et lorsque vous regardez un graphique d'analyse technique, c'est en général présenté en bas, hein, c'est présenté sous la courbe des prix elle-même. On peut le voir sur un exemple. Oui, alors on le voit ici très bien sur le graphique de l'Eurostoxx. Alors là, il s'agit d'une divergence haussière entre les prix et le RSI. Donc on voit bien le RSI qui est en dessous des prix, donc oscillateur borné, on l'a dit, de 0 à 100. Et on voit bien que les prix font un nouveau plus bas entre le point bas qu'on a fait au mois d'août 2015 et celui qu'on a fait en décembre 2015. Mais quand on regarde l'oscillateur de RSI, lui, il fait un point bas sur le mois d'août, mais il fait un point plus haut sur le mois de décembre. Donc on a donc une baisse de la vélocité à la baisse. C'est un signal plutôt positif pour le marché qui dit qu'on est en zone de survente, que ça diverge à la hausse entre l'oscillateur de mesure de vélocité du marché et les prix. C'est donc un signal plutôt positif de stabilisation ou de rebond du marché. On termine cette introduction à l'analyse technique, discipline, je le rappelle, utilisée pour vous aider à construire vos anticipations boursières avec les chandeliers ou bougies japonaises. Donc. Oui, alors beaucoup d'investisseurs utilisent des graphiques en ligne pour représenter les prix, d'autres en bar chart. Donc les graphiques en chandelier japonais, c'est une façon très amusante et très utile de représenter les prix puisque ça forme donc une bougie, hein, on va le voir ici sur le graphique. Vous avez le corps de la bougie, donc qui correspond lorsque la bougie est rouge ou foncée, hein, elle peut être noire ou rouge en fonction du logiciel utilisé. Vous avez une ouverture sur la partie haute du corps de la bougie, une fermeture en bas, et vous avez des mèches qui symbolisent les plus hauts et les plus bas. Inversement, lorsque la bougie est verte ou blanche, l'ouverture est en bas et la fermeture est en haut. Donc on voit qu'en fonction de la forme que prennent ces bougies, on a des indications sur le mouvement futur potentiel des prix qui est donné. Donc, notamment, on le voit ici sur la prochaine illustration, une configuration de type neutre. Pourquoi? Puisque tout simplement, vous voyez ici sur cette figure neutre, un petit corps, ça veut dire que l'ouverture est proche de la fermeture. Ou inversement, d'ailleurs, ça peut être la fermeture qui est proche de l'ouverture. Et vous avez des mèches inférieures et supérieures qui sont à peu près de taille égale. Ça veut dire que le marché a grosso modo oscillé toute la journée entre un point haut et un point bas pour venir finalement clôturer à peu près là où il avait ouvert. Donc ça, c'est un signal d'indécision du marché. Donc on voit bien la psychologie de marché que l'on peut retirer de la représentation des prix. Deux autres exemples, hein, avec le pendu et le marteau inversé. Oui, alors le pendu, lui, c'est un chandelier de renversement de la tendance. Donc il faut regarder où est-ce qu'il se produit dans la tendance, s'il se produit à la fin d'une tendance baissière ou s'il se produit plutôt à la fin d'une tendance haussière. Il aura des significations évidemment différentes. Donc lorsque cette figure, le pendu, hein, ça sonne un peu négatif, lorsque cette figure se produit sur un haut de marché, c'est plutôt un signal négatif. Et inversement, lorsqu'il se produit sur un bas de marché, ça peut être un signal plutôt positif. Un signal de renversement en tout cas de la tendance. Exactement. Au même titre donc que le marteau que vous nous présentez maintenant. Oui, alors le pendu, donc le marteau, c'est la configuration inverse. Et là, on a un autre graphique, un autre type de chandelier japonais. Donc c'est ce qu'on appelle les shooting stars, entre guillemets, qui sont aussi des chandeliers de renversement de la tendance. Donc cette figure-là, lorsqu'elle se produit sur un haut de marché, a des implications négatives, puisqu'on voit que le marché aura été chercher un point très haut. On le voit ici sur la mèche, mais finalement il viendra clôturer proche de son cours d'ouverture. Donc ça veut dire que le marché n'a plus de munitions pour continuer à monter. On le voit sur cette représentation des prix, et ça c'est un signal plutôt négatif lorsque ça se produit sur un haut de marché. Allez, on termine cette séance de formation à l'analyse technique par deux cas pratiques de mise en situation. Et la première, c'est un actif qui a beaucoup fait parler de lui dans la communauté des investisseurs ces derniers mois, l'euro-dollar. Oui, l'euro-dollar, alors une très belle synthèse de tout ce qu'on a dit précédemment, puisque
Si on revient sur cette configuration graphique, on avait cette tendance baissière assez marquée au deuxième semestre 2014, qui s'est stabilisée au premier trimestre 2015. Et tout 2015, on a formé cette figure de continuation baissière de type triangle ascendant baissier, que l'on a mentionné sur la UDUSD précédemment. On voit cette figure formée par la borne haute, la résistance majeure des 1,15 à l'horizontale, et cet support ascendant en bleu. Ici, sur cette illustration, on voit que c'est une figure qui a été clôturée par le bas, donc c'était une figure de continuation baissière. On s'attendait à une sortie par le bas, ça s'est produit au mois d'octobre 2015 et on a accéléré rapidement vers 1,05. Donc on a une configuration qui encore aujourd'hui reste baissière sur l'euro-dollar. On anticipe un retour sur 1,05. On voit un point de revente intéressant autour des 1,1050 sur lequel on a une confluence de résistance aujourd'hui. Et puis l'actif sous-jacent favori des investisseurs français en produits de bourse, l'indice CAC 40. Oui, donc l'indice CAC 40 qui a beaucoup baissé depuis le début de l'année, grosso modo un très mauvais début d'année pour les actions européennes. On est revenu donc chercher des supports majeurs, on a beaucoup parlé des supports, on voit ici que le support des 4120 a été un support très important depuis octobre 2013, donc on est récemment revenu le tester et on a rebondi avec succès sur ce support majeur des 4120. On reste dans un range de trading 4120-4500 à court terme. On voit bien donc les applications possibles de cette discipline de l'analyse technique ou analyse graphique pour la définition de vos plans de trading dont on avait parlé dans le séminaire consacré au Money Management. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir apporté votre expertise aujourd'hui. Je le rappelle, Nicolas Gann, analyste technique senior chez BNP Paribas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce séminaire fait partie d'un cycle de 12 séminaires en ligne consacrés à l'investissement boursier en France, préparés avec de nombreux partenaires. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, retrouver cette vidéo et les autres vidéos du programme sur le site www.objectifbourse.fr. Vous pourrez également passer à la pratique avec le simulateur de portefeuille de Bourse Direct. Merci beaucoup à nouveau à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre séance d'Objectif Bourse. Au revoir. Au revoir.